Une petite question. Penses-tu que l'Atlantide pourrait avoir existé ? Elle demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire. Sa légende a commencé avec Platon, il y a très longtemps en Grèce ancienne. Le récit d'une civilisation qui aurait vu le jour et aurait prospéré avant la nôtre. L'Atlantide était, selon le mythe, une société très avancée sur le plan technologique, un peu comme celle des Mayas. Mais, ainsi que le raconte la légende, c'est à cause de la cupidité de ses habitants qu'elle aurait été détruite, ces villes disparaissant, submergées par un immense déluge. Diverses théories ont été avancées au sujet de l'emplacement géographique de cette île mythique. Certains disent qu'elle se trouvait dans la Méditerranée, d'autres qu'elle est située sous le triangle des Bermudes. Mais comme la science nous le suggère, l'Atlantide n'est sans doute qu'une allégorie de l'humanité. Aujourd'hui, tu vas découvrir plusieurs villes sous-marines étonnantes dont tu n'as jamais entendu parler. Elles ont bel et bien existé et ne sont pas de simples légendes. Nous allons tout d'abord faire une excursion dans la cité engloutie de Baïa, sur la côte italienne. Connue comme une sorte de Las Vegas de l'Empire romain, Baïa était un lieu de villégiature. L'élite romaine se rendait pour se divertir dans cette sorte de spa en plein air qu'était Baïa. Tu peux visiter la ville submergée accompagnée de professionnels de plongée sous-marine et observer de très près cette magnifique sculpture romaine parfaitement conservée, une véritable merveille subaquatique. Tu peux aussi apercevoir des temples et des bâtiments effondrés à bord d'un bateau à fond vitré. Voici un musée tout recouvert de mousse, le nymphée de l'empereur Claude. À ta gauche, tu apercevras une collection de statues grecques classiques. En descendant la Via Herculeana, tu arriveras à la Villa Pro Tiro. Les villas sont des maisons de style italien, et ici tu pourras admirer leur sol en marbre d'origine. Leurs motifs noirs et blancs aux formes étonnantes. Ensuite, tu arriveras à Portus Julius, avec ses murs effondrés visibles au fond de la mer. Tu verras des colonnes et des sols en calcaire bien conservés. Tu pourras aussi contempler les ruines et les thermes de Lacus. Leurs mosaïques multicolores sont vraiment exceptionnelles. Si tu t'approches suffisamment, tu pourras voir des fragments de pierre orange, bleu et vert. À la Villa Pilla dei Pisoni, tu découvriras 25 piliers romains bien conservés. Les arches et les fresques non loin sont impressionnantes, tout comme l'ampleur de ce trésor abrité par les eaux. La ville était située sur un sol volcanique. Il y avait donc des sources d'eau chaude à volonté. Les gens s'y rendaient pour se détendre, mais pas n'importe qui. Parmi ceux qui fréquentaient cet endroit figurent certains des plus grands empereurs et personnalités de l'époque. Ceux dont on nous parle à l'école, Néron, Cicéron, César. Mais vers le 8e siècle, la ville luxuriante a été mise à sac, puis abandonnée. Lentement, le niveau de la mer est monté, et la cité a peu à peu été engloutie. Tu passes tes vacances d'été au large de la côte grecque, à 4 heures d'Athènes, dans la péninsule du Péloponnèse, à Pavlopétrie plus précisément. Tu as apporté ton tuba pour aller faire de la plongée par une magnifique journée ensoleillée. Au bout d'un certain temps sous l'eau, tu commences à remarquer des motifs au fond de la mer. À 4 mètres sous la surface, les contours d'objets familiers t'apparaissent les uns après les autres. Puis tu continues à nager, et bientôt tu aperçois ce qui ressemble à une ville. Tu te demandes comment l'eau a pu submerger cette cité. Certains rochers sont parfaitement alignés et forment ce qui semble être les fondations d'un bâtiment. C'est Nicholas Fleming, un océanographe britannique en vacances en Grèce, qui a découvert Pavlopétrie. Il documentait les vestiges abandonnés dans les fonds marins. Son équipe a fini par trouver un site entier rempli de poteries, de récipients pour le stockage, ainsi que des outils. Des moulins à bras par exemple, servant à moudre le grain afin de le transformer en farine. Les nombreuses amphores découvertes par la suite indiquent que ce site remonte à l'âge du bronze, soit il y a 5500 ans, quand les gens ont commencé à s'installer en communauté sédentaire. On pense que cette cité portuaire a été fréquentée pendant plus de 2400 ans. Pavlopétrie est aujourd'hui considérée comme la plus ancienne ville engloutie jamais découverte. Et c'est d'autant plus impressionnant de constater qu'il ne s'agissait pas d'un simple village, c'était une véritable ville, avec des bâtiments en pierre, un marché, des rues et même des places. Continuons notre exploration à la découverte d'autres villes sous-marines. Tu plonges au large de l'archipel des Ryukyu. Les eaux du Pacifique sont loin d'être calmes. Un fort courant t'entraîne dans les profondeurs de la mer. Soudain, tu aperçois une énorme structure éclairée par le soleil qui traverse jusqu'au fond des eaux. Au début, cela ressemble aux ruines de Machu Picchu, situées sur l'autre côté du globe, au Pérou. En t'approchant, tu découvres lentement ses formes. Une structure en forme de pyramide, des arches, des escaliers. Quelque chose qui aurait pu être un palais ou un château. Tout cela pourrait être le signe d'une activité humaine ancienne. Ce site est aujourd'hui connu sous le nom de structure sous-marine de Yonaguni, mais on l'appelle également l'Atlantide du Japon. Le monument entier fait environ la taille de 5 terrains de football.
et sa hauteur est celle d'un bâtiment de 5 étages. Sa caractéristique la plus surprenante, ses vastes terrasses faites pour accueillir de grands rassemblements. Les explorateurs et les scientifiques pensent que Yonaguni existe depuis 10 000 ans. Mais la question de savoir s'il s'agit d'une structure construite par l'homme ou d'une formation naturelle fait toujours l'objet d'un débat. Selon le meilleur géologue marin du Japon, le professeur Masaaki Kimura, Yonaguni serait l'héritage d'une civilisation perdue. Kimura a plongé dans cette zone afin d'explorer ses ruines plus de 100 fois au cours des 10 dernières années. D'après lui, on y trouve des signes évidents d'activité humaine. Le bassin triangulaire, situé à la surface du monument, est caractéristique, par sa forme symbolique, des fontaines historiques de la région. Il y a aussi une tortue géante sculptée sur le flanc oriental de la structure. Et selon Kimura, les tortues ont une signification culturelle importante. Plusieurs fragments d'outils en pierre ont été retrouvés sur le site. Ils auraient été fabriqués il y a 10 000 ans. Cependant, tous les scientifiques ne sont pas convaincus. Nombreux sont ceux qui pensent que Yonaguni est le résultat de milliers d'années d'érosion. Le fait que le monument soit composé d'un seul bloc de roche les pousse à croire qu'il n'est pas d'origine humaine. Ses arêtes, ainsi que ses surfaces planes, ressemblent à cette formation naturelle présente en Irlande du Nord et connue sous le nom de chaussée des géants. Un ensemble de colonnes de basalte imbriquées fait penser au parvis d'un palais. Mais celles-ci sont plus probablement le résultat de l'activité volcanique locale. Continuons ensemble notre exploration sous la surface. La prochaine étape de notre voyage est l'une des villes sous-marines les plus célèbres au monde, et aujourd'hui transformée en parc archéologique. La ville de Port-Royal en Jamaïque n'existe plus que sous la surface. Mais en 1692, c'était l'une des cités les plus riches de l'hémisphère occidental. Port-Royal était alors un centre important de l'Empire britannique. Son activité commerciale attirait des voyageurs provenant des 4 coins du monde. C'était aussi le foyer des véritables pirates des Caraïbes. Mais au matin du 7 juin 1692, le sort des habitants de Port-Royal a pris une tournure absolument inattendue. Les tavernes et les restaurants, toujours débordants de vie, se sont mis à trembler. La population s'est réveillée au milieu d'un immense séisme dont la magnitude est estimée aujourd'hui à 7,5 sur l'échelle de Richter. Un des survivants a dit avoir vu la terre s'ouvrir et engloutir toute la ville. Ce qu'il a affirmé pourrait être vrai, car l'agglomération était principalement construite sur du sable. Le sol a littéralement aspiré les bâtiments, les routes et tout ce qui s'y trouvait là. Des geysers sont entrés en éruption et finalement des vagues hautes comme des immeubles de 10 étages se sont abattus sur la ville. Environ 13 hectares ont disparu sous l'eau. Et étonnamment, la plupart de ces vestiges du XVIIe siècle reposent en bon état à 12 mètres de profondeur. Dans ces ruines, les archéologues ont trouvé des tavernes, des entrepôts, des cuisines et des bâtiments de loisirs utilisés à des fins diverses. Tu peux aussi voir la grande statue d'un lion, un pont submergé ainsi que de nombreuses arches pittoresques. Et si on allait faire un tour en Inde, non loin de son littoral, se trouve une autre merveille. Un site que l'on a nommé la cité perdue de Cambay, qui repose dans le golfe du même nom. Elle est restée cachée jusqu'en 2001, jusqu'à ce que l'Institut national des technologies océaniques décide d'aller analyser l'eau de la zone. Grâce à la technologie du sonar qui envoie une sonde sonore jusqu'au fond de la mer, l'équipe de l'Institut a fait une découverte, très loin sous la surface. Les images rapportées montraient des formes géométriques réparties sur une étendue de 8 km. Ces vestiges dateraient de plus de 9500 ans. Ce qui veut dire que cette civilisation a disparu à peu près à la fin de la dernière période glaciaire. Parmi les débris récupérés sur le site, on trouve des matériaux de construction, des poteries, des perles, des sculptures et même des os. Les scientifiques ne sont pas tous convaincus de la véritable provenance de ces objets. Mais si c'est bien de là qu'ils proviennent, cela ferait de la ville perdue de Cambay la plus ancienne civilisation connue au monde. Imagine qu'on soit en 2025 et que notre planète ait complètement changé. L'élévation du niveau des mers, les phénomènes météo extrêmes et l'océan de plus en plus acide ne sont que quelques-uns des problèmes auxquels les gens sont confrontés depuis des années. Mais dans l'une des plus grandes villes côtières du monde, la situation est devenue trop grave. C'est par une journée ensoleillée du mois de juin qu'un violent tremblement de terre a secoué toute la ville. Le sol s'est soulevé et a tremblé, et les bâtiments ont dangereusement oscillé. Les gens ont couru dans les rues, paniqués pour se mettre à l'abri. Mais dès que le sol s'est stabilisé, les habitants de la ville ont réalisé le véritable danger. Un mur d'eau de près de 30 mètres de haut se précipitait vers la ville, propulsé par la force du tremblement de terre. Le tsunami a frappé la ville avec une force inimaginable. Des quartiers entiers ont été anéantis et des milliers de personnes ont perdu la vie. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes.
Après la catastrophe, les autorités de la ville ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas se contenter de la reconstruire telle qu'elle était auparavant. Il fallait être mieux préparé à la prochaine catastrophe potentielle. C'est ainsi qu'elles ont conçu un projet incroyablement ambitieux, construire une ville sous-marine. L'objectif était de créer une ville autosuffisante et durable sous la surface de l'océan, capable de résister à n'importe quelle catastrophe naturelle. La ville sous-marine serait alimentée par des énergies renouvelables, notamment l'énergie marémotrice et des panneaux solaires sous-marins. Elle serait conçue pour résister à des conditions météo extrêmes et disposerait de ses propres systèmes d'intervention d'urgence. Le projet a attiré certains des meilleurs scientifiques, ingénieurs et architectes du monde. Ils ont travaillé sans relâche à la conception de la ville et ont soigneusement étudié chaque aspect du projet. La ville sous-marine aurait tout ce qu'une ville normale possède, des écoles aux hôpitaux en passant par les magasins et les restaurants. Il y aurait des fermes sous-marines où les poissons et autres créatures marines pourraient se développer. La ville aurait même son propre système de transport, des sous-marins avancés et des tunnels sous-marins reliant les différentes parties de la ville. Le projet a fait naître une lueur d'espoir chez les habitants. Cela prouvait que même face à un désastre, on pouvait s'unir pour créer quelque chose d'extraordinaire. Mais au fil du temps, le projet n'a plus semblé aussi idéal. Son coût s'est avéré plus élevé que prévu. On se demandait également combien de temps une telle ville pourrait durer, car après tout, l'océan est imprévisible. Et pourtant, l'équipe de scientifiques et d'ingénieurs n'a jamais baissé les bras. Après des années d'essais et d'erreurs, ils ont finalement créé la ville sous-marine parfaite. Une merveille d'ingénierie, un écosystème autonome qui pourrait faire vivre les gens indéfiniment. Les bâtiments ont été construits dans un matériau capable de résister à l'immense pression qui règne au fond de l'océan. Et la ville elle-même était alimentée par un réseau de turbines hydroélectriques perfectionnées. La première vague de colons n'a pas tardé à arriver. Il y avait différentes personnes dans ce groupe et chacune d'entre elles avait ses raisons de choisir de vivre dans ce nouveau monde sous l'eau. Certains étaient des aventuriers à la recherche d'un nouveau monde à explorer, tandis que d'autres espéraient échapper aux catastrophes naturelles qui faisaient rage sur la terre ferme. Mais malgré leurs différences, toutes ces personnes partageaient un objectif commun: construire une nouvelle société en harmonie avec le monde naturel. La cité sous-marine a prospéré et de nouvelles découvertes ont été faites chaque jour. Les colons ont développé de nouvelles technologies et des moyens de dompter la puissance de l'océan. Ils ont appris à cultiver la mer et ont commencé à cultiver des jardins sous-marins qui leur fournissaient une alimentation régulière. Mais vivre sous l'eau n'était pas de tout repos. Les gens se sentaient isolés et même claustrophobes. La situation est devenue critique lorsqu'un groupe d'activistes a commencé à protester contre les plans d'expansion de la ville. Ils ont fait valoir que la ville sous-marine constituait une menace pour l'environnement qu'elle était censée protéger, et que les colons devaient s'efforcer de réduire leur impact sur la délicate vie sous-marine. La protestation a suscité un débat animé parmi les colons. Certains d'entre eux ont affirmé que la survie de la ville dépendait de sa croissance et de son expansion. D'autres ont affirmé que la ville devait donner la priorité à la protection de l'environnement avant tout. Finalement, un compromis a été trouvé. La ville continuerait à s'étendre, mais la priorité principale serait la durabilité et une attitude responsable vis-à-vis de la nature. Les colons feraient de leur mieux pour réduire leur impact sur l'environnement en utilisant les nouvelles technologies et en suivant des règles de conservation strictes. Et ils se souviendraient également de l'importance de protéger l'océan et son écosystème fragile. Les années ont passé et la ville sous-marine a continué à prospérer. De nouvelles générations de colons sont nées, et elles ont grandi dans un monde entièrement différent de celui que leurs ancêtres avaient connu. Ils n'ont jamais vu le monde de la surface, mais ont apprécié la beauté et la complexité du monde sous-marin qu'ils considéraient comme leur foyer. Au fil des années, la ville est devenue un symbole d'espoir pour un monde aux prises avec les effets dévastateurs du changement climatique. Elle a montré qu'en dépit de toutes les difficultés, les gens pouvaient s'unir pour créer un monde meilleur. Elle nous rappelle que l'avenir n'est pas gravé dans la pierre et que nous pouvons le construire de manière durable et en harmonie avec le monde naturel. Tu as probablement entendu parler de la mystérieuse civilisation perdue de l'Atlantide. C'était une société utopique et technologiquement avancée où les gens vivaient heureux. Mais quelque chose s'est passé et l'Atlantide a disparu de la surface de la Terre. Beaucoup pensent que cette cité se trouve au fond de l'océan Atlantique. Mais se pourrait-il que nous l'ayons cherchée au mauvais endroit pendant tout ce temps? Et si elle se trouvait à un endroit complètement différent? Et si l'Atlantide se trouvait au milieu du désert du Sahara? Cette théorie inattendue est étayée par plusieurs preuves.
Mais pour étudier cette version, il faut d'abord comprendre ce qu'était l'Atlantide et comment on l'a découverte. La toute première mention de la mystérieuse cité remonte à 360 avant notre ère. Le philosophe antique Platon a écrit sur l'Atlantide. Son ouvrage « Dialogue » la décrit comme une terre riche, dotée de technologies avancées. Ses habitants étaient puissants, intelligents et beaux, comme des surhommes. Il a décrit en détail la structure de la ville, si bien que de nombreuses personnes ont cru en l'existence de l'Atlantide. D'après ses archives, les Atlantes ont construit cet endroit en plusieurs cercles concentriques de pierres noires et rouges. Ils ont ensuite recouvert ces cercles de laiton, d'étain et de métaux précieux. Dans la cité, il y avait des canaux sur lesquels naviguaient les bateaux. Les Atlantes étaient des marins, ils ont donc construit un passage entre leur ville et la haute mer. Sur Internet, tu peux trouver de nombreux dessins de l'Atlantide, réalisés à partir de descriptions de Platon. Jette un coup d'œil à ces dessins et il y a une photo réelle de l'œil du Sahara. Cet endroit, situé au beau milieu du désert, a la forme de plusieurs cercles concentriques. On dirait qu'une ville détruite a laissé une trace dans le sable. De nombreuses personnes ont supposé que la cité perdue se trouvait à cet endroit, mais personne n'a pu le prouver. Autrefois, le Sahara était couvert de rivières et de lacs. Durant la préhistoire, il n'y avait que de l'eau ici. Jusqu'à présent, tout concorde. L'œil du Sahara a été découvert pour la première fois dans les années 1930. On a longtemps cru que c'était un cratère créé par la chute d'une météorite. Mais au milieu du XXe siècle, des scientifiques ont effectué une analyse du sol et ont réfuté la version d'une météorite tombée depuis l'espace. Finalement, tout le monde s'est accordé à dire qu'il s'agissait d'un dôme de roche en fusion sous lequel le magma s'était déchaîné. Pendant des millions d'années, le vent et l'eau ont façonné le paysage et ont fini par lui donner l'aspect de cercle parfait. Et si les Atlantes étaient venus à cet endroit et avaient utilisé les cercles naturels pour construire leur ville? Dans ce cas, il y aurait de nombreuses traces et artefacts de cette civilisation développée. Les archéologues y ont bel et bien trouvé des pointes de flèches, des lances, des rames et d'autres objets. Mais ces objets n'ont rien à voir avec l'Atlantide. Les artefacts trouvés dans l'œil du Sahara appartenaient aux Aqueléens, une ancienne tribu qui fréquentait la région. Pour la première fois, des outils aqueléens sont apparus il y a plus d'1,5 million d'années. Certains des objets trouvés ici pourraient avoir 130 000 ans, et selon les archives, l'Atlantide existait il y a environ 12 000 ans. Les archéologues n'ont trouvé aucune structure artificielle à cet endroit, ni aucun débris ou trace d'une grande ville. On aurait pourtant trouvé quelque chose si une grande ville dotée de technologies avancées avait existé à cet endroit. Le principal défenseur de cette théorie est l'auteur d'une chaîne YouTube qui a recueilli 1 million de vues et a attiré l'attention de nombreux historiens et anthropologues. Mais l'idée selon laquelle l'œil du Sahara est l'Atlantide a été rapidement réfutée. Les gens ont trouvé trop de divergences entre cet endroit et la description de la cité perdue. L'auteur de la chaîne a simplement tenté d'attirer l'attention des spectateurs en présentant des similitudes entre le paysage naturel et la cité antique fictive. Une autre théorie populaire prétend que l'Atlantide était un véritable continent situé au large des Bahamas. Puis, elle aurait été engloutie par le triangle des Bermudes. Selon cette légende, les ruines de la cité se trouveraient encore au fond du triangle. Mais cette théorie n'est pas non plus confirmée. On la doit à l'écrivain Charles Berlitz, et ses adeptes affirment que les murs et les rues de la partie occidentale des Bahamas pourraient être les ruines de l'Atlantide. Mais les scientifiques ne sont pas d'accord. Ils ont prouvé que ces murs sont des formations naturelles de roches côtières. D'autres rumeurs affirment que l'histoire de l'Atlantide a été inspirée par une catastrophe historique réelle, le déluge de la mer Noire dans le détroit du Bosphore, reliant la mer Noire et la mer de Marmara. Vers 5600 avant notre ère, la mer Noire était 2 fois plus petite qu'aujourd'hui et comptait de nombreuses villes sur ses rives. Malheureusement, une énorme inondation a détruit cette civilisation florissante. En l'espace d'1 an, les villes ont été englouties et les survivants se sont installés dans des pays étrangers où ils ont raconté des histoires sur l'inondation. Ce sont peut-être ces récits qui ont inspiré à Platon l'idée de l'Atlantide. Dans les années 1950, des gens ont proposé une autre version. L'Atlantide était le continent qui est aujourd'hui l'Antarctique. Il y a des dizaines de milliers d'années, un continent chaud avec des villes développées s'est déplacé vers le pôle sud en raison du mouvement de la croûte terrestre.
Les Atlantes n'ont pas pu s'adapter aux nouvelles conditions froides et l'Atlantide a été recouverte d'épaisses couches de glace. Cette théorie a été réfutée lorsque les scientifiques ont commencé à étudier la nature des plaques tectoniques. Il s'est avéré que la croûte terrestre n'a pas pu déplacer un continent aussi vaste que l'Antarctique. Les plaques tectoniques ne se comportent pas de cette manière. Finalement, la question principale est, l'Atlantide a-t-elle vraiment existé ? Personne ne l'avait décrite avant Platon. C'est peut-être le philosophe qui l'a inventée, afin de souligner la justesse de sa vision de la vie et d'illustrer ses théories philosophiques. Dans ses œuvres, il a beaucoup parlé de la nature divine et humaine, et de la façon dont les hommes peuvent détruire cette nature. Il a parlé de sociétés idéales courant à leur perte à cause de comportements immoraux. Les Atlantes étaient soi-disant des gens épris de moralité et de spiritualité qui avaient créé une utopie. Mais ils sont devenus cupides et mauvais. Ils ont détruit leur nature profonde et en guise de punition divine, ils ont dû assister à la destruction de leur cité. Une nuit, des incendies et des tremblements de terre ont frappé l'Atlantide et l'ont plongé dans la mer. Les puissances supérieures punissaient les gens pour leur comportement immoral et Platon voulait que tout le monde ait peur de la déchéance morale. Mais à en juger par les descriptions des tremblements de terre et des incendies, on pourrait croire que l'Atlantide a été détruite par une éruption volcanique, comme ce fut le cas pour l'ancienne ville romaine de Pompéi. De telles destructions se sont souvent produites au cours de l'histoire. Les catastrophes naturelles ont détruit de nombreuses cités florissantes. L'un des cas les plus célèbres s'est produit en 1100 avant notre ère, en Méditerranée, lorsqu'une éruption volcanique a détruit la société minoenne alors très développée. Elle avait perduré pendant environ 2000 ans. Les Minoens vivaient principalement sur les îles de Crète et de Santorin. Ils avaient de belles maisons, un système d'égouts et une économie développée. Ils pratiquaient l'agriculture, cultivaient des fruits et des légumes, peignaient des fresques et fabriquaient des bijoux. Ils ont été les premiers à fonder la thalassocratie, un empire basé sur la mer. Ils vivent de la pêche, de la piraterie et du commerce maritime. En même temps, ils pratiquaient des rituels cruels et leur mode de vie était loin d'être moral. Habitués aux tremblements de terre sur l'île de Santorin, ils ont renforcé les murs de la ville avec des poutres en bois. Mais ils ne savaient pas ce qu'était une éruption volcanique. Et quand l'odeur de soufre est apparue dans l'air, ils n'ont pas soupçonné la catastrophe imminente. Lorsque le volcan a déversé des tonnes de lave et de cendres, tous les habitants de Santorin ont abandonné leurs maisons et tenté de s'enfuir. Mais ils n'ont pas pu. L'éruption et le tremblement de terre ont déclenché un tsunami. Une immense vague a inondé la partie côtière de la Crète. L'économie des Minoens a été durement touchée et leurs ports ont été détruits. Des étrangers ont alors attaqué la Crète et ont finalement mis fin à la civilisation qui s'y était développée. Certains historiens pensent que Platon aurait pu faire référence à l'empire minoen lorsqu'il a décrit l'Atlantide. En utilisant leur exemple, il a montré comment les actions immorales pouvaient conduire les gens à leur perte. Tu as enfilé ta jolie parka beige, tes instruments sont soigneusement emballés, et ton billet d'avion pour l'Arabie Saoudite est réservé. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Et non, tu n'as pas été choisi pour jouer dans le remake de Dune. Cela signifie simplement que tu es prêt à partir explorer les plus grandes contrées désertiques de notre monde, dans l'espoir de découvrir quelques secrets préhistoriques sur nos ancêtres. Soyons clairs. Si tu pensais que les déserts étaient des espaces vides, détrompe-toi. Ils ont beau être remplis de sable à perte de vue, ils n'en sont pas moins chargés d'histoire. Tu sais, parce qu'avant que les hommes ne se rassemblent dans des villages, nous étions des peuples nomades. Nous arpentions le monde à la recherche de nourriture, d'eau et d'abri. Il nous a donc bien fallu concocter une ou deux inventions intéressantes pour survivre. Comme cette chose trouvée dans le désert d'Arabie Saoudite. As-tu une idée de ce que cela pouvait être? Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont débattu de l'origine et de l'usage d'énormes structures pareilles à celle-ci. Il semble que nos ancêtres néolithiques étaient bien plus intelligents que nous ne le pensions. Ils ne passèrent pas leur temps autour du feu à tailler des armes dans la pierre. Non, ils exerçaient aussi leur talent d'architectes. Ces immenses structures de pierre sont appelées des desert kites, autrement dit, les cerfs-volants du désert. Parce que si tu les regardes de loin, elles ressemblent, à des cerfs-volants. Les archéologues s'accordent à dire que ceux-ci servaient à attirer les animaux. Ainsi, nos ancêtres pouvaient plus facilement s'assurer une abondance de gibier au fil de la semaine. Mais ce n'est pas tout. Regarde plutôt la paroi de cette caverne. Elle nous montre que nos ancêtres ont probablement esquissé sur la roche le plan de ce qu'ils prévoyèrent de construire au sol. Tout comme les architectes d'aujourd'hui.
Les Desertkites pouvaient s'étendre sur des kilomètres de long. C'est pourquoi il fallait bien en tracer un plan avant de les construire. Le plus surprenant, c'est que ces structures semblent encore plus vieilles que ne l'est Stonehenge. On parle de 7 à 9 000 ans. Au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont pu identifier plus de 6000 Desertkites disséminés du Moyen-Orient jusqu'au cœur de l'Asie. Si tu ne trouves pas cela énorme, essaye de construire quelque chose d'aussi grand, sans l'aide d'aucun drone. Il semble que ce soit un exploit assez difficile à réaliser. Et apparemment, le désert d'Arabie est rempli de choses encore plus étonnantes. Des scientifiques y ont découvert de mystérieuses structures, plus anciennes que les pyramides égyptiennes de Gizeh. Alors bien sûr, tu as hâte d'aller voir ce qu'il en est. Nous sommes tous d'accord pour admettre que charrier de lourdes pierres, dans le but de construire une pyramide, et ce, sans l'aide de la moindre technologie moderne, semble déroutant. Je veux dire, comment diable ont-ils fait? Imagine maintenant que tu reviennes plusieurs milliers d'années en arrière et que tu retrouves les hommes qui ont construit ces gigantesques structures dans les régions les plus désolées. Jette donc un coup d'œil à ces moustatils. Il s'agit de structures rectangulaires construites à partir de pierres empilées et éparpillées sur une superficie de 200 000 km². Certains archéologues pensent que ces monuments étaient utilisés à des fins rituelles. Des processions, peut-être, où les pèlerins se rendaient d'un bout à l'autre du plateau. Passons maintenant à une autre zone désertique. Nous pénétrons dans le célèbre désert du Sahara. N'est-ce pas magnifique? Ici, tu es sur le point de trouver la réponse à un mystère ancien que les chercheurs ont mis des années à résoudre. Fait notable, le désert du Sahara est le plus grand désert chaud du monde. Il s'étend sur 8 à 9 millions de kilomètres carrés, ce qui représente environ 15 fois la France. On précise que c'est le plus grand désert chaud, parce que la plus grande zone désertique du monde n'est autre que l'Antarctique. Mais nous savons tous que les températures y sont glaciales, ce qui est un peu aux antipodes de l'image que l'on se fait d'un désert. Au fin fond du désert, près de la ville algérienne de Fogaret-Ezouat, quelque chose d'étrange a été découvert. Depuis des décennies, ces petits points ne cessèrent d'apparaître sur les images de Google Earth, mais personne ne pouvait expliquer de quoi ils retournaient. Certains scientifiques étaient persuadés que ces cercles étaient le résultat de l'activité pétrolière dans la région. D'autres pensèrent qu'il s'agissait d'anciennes fogaras, autrement dit d'anciens puits. On en compte des dizaines, s'étendant en ligne droite sur des kilomètres et des kilomètres. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elles sont toujours très éloignées de toute ville, de toute route ou de toute activité humaine en général. Quelle était, ou quelle est peut-être encore, leur raison d'être? Si tu devais deviner, qu'en dirais-tu? Tu te souviens que nous avons parlé du fait que nos ancêtres avaient dû faire preuve d'ingéniosité pour survivre en plein désert. Essayons de nous mettre à leur place pendant 1 minute. Imagine que tu sois un chasseur-cueilleur nomade vivant dans une région aride. Tu passes tes journées à te protéger tant bien que mal du soleil brûlant, en essayant de compter tous les grains de sable qui t'entourent. Mais tu as aussi besoin de manger et de boire de l'eau. Mais comment trouver de l'eau dans le désert? Bien sûr, tu peux peut-être espérer tomber sur une oasis toutes les semaines environ. Mais cela semble un pari risqué, n'est-ce pas? C'est pourquoi les habitants d'Afrique du Nord ont inventé ces fameuses fogaras. Les fogaras sont un système d'irrigation vieux d'environ 3000 ans. Les habitants de la région creusaient alors des puits dans les zones élevées, des fosses suffisamment profondes pour puiser dans les eaux souterraines. Ensuite, ils n'avaient plus qu'à creuser des puits en parallèle à des distances régulières. De cette façon, l'eau s'écoulait du puits principal vers tous les puits successifs et irriguait des zones entières. Les voyageurs pouvaient s'arrêter au puits pour se désaltérer. Ils pouvaient également y abreuver leur bétail et produire des cultures. Plutôt astucieux, non? Toutefois, même si ces trous ressemblent à des fogaras, quelques recherches démontreront que ce n'était pas le cas. En effet, de pareils puits étaient construits en ligne et non en cercle comme ceux que nous voyons à présent. Cela a donc éventuellement un rapport avec la deuxième option? Peut-être ces trous dans le désert sont-ils liés à l'activité pétrolière de la région? Examinons-les de plus près. Sur Google Earth, ils ne semblent pas bien grands, mais dans la réalité, ce sont d'énormes cratères. Le secret de leur nature se cache sous les sables. Si tu étais l'un des chercheurs à l'origine de cette découverte, tu aurais trouvé quelque chose d'unique enfoui sous le désert. D'anciens bâtons de dynamite et de vieilles boîtes de sardines. En rassemblant les pièces du puzzle, les archéologues se sont rendus compte que CS Conserve était d'un modèle des années 50 et 60. Il semble que des équipes entières de cette décennie y aient campé pendant qu'elles prospectèrent la zone en quête de pétrole. Et la dynamite? Elle était employée pour la prospection sismique, une technique ancienne,
utilisée pour déterminer s'il y a du pétrole ou du gaz sous la surface de la Terre. Toujours en Afrique du Nord, existe un autre mystère du désert qui mérite que l'on se penche dessus. Près de la ville de Tiaret, au sud-ouest d'Alger, se trouvent 13 curieux monuments. Ces structures sont appelées Djedar. Et oui, difficile de s'empêcher d'y voir une référence à Star Wars. Elles ont une forme pyramidale et, d'après ce que les chercheurs en savent, elles servaient d'ultime demeure aux souverains de la région. Peux-tu deviner de quel peuple il s'agit? Ce sont vraisemblablement les Berbères. Et puisque nous parlons de choses anciennes, ces Djedar ont probablement été construits entre le 4e et le 7e siècle de notre ère. Lorsque les archéologues ont entrepris d'explorer l'intérieur de ces monuments, ils se sont rendus compte de leur immensité. Ils y ont découvert de grandes voûtes souterraines, des alcôves et des... Ouf! Cet été aura été plus chaud que jamais. Nous avons l'impression d'être des brochettes de guimauve cuites sur le grill. Certes, le monde devient plus chaud, mais certaines régions ont toujours dû lutter contre des températures élevées. Il s'avère que les gens avaient aussi des inventions pour se rafraîchir dans l'Antiquité. Et certaines d'entre elles fonctionnent toujours, même 3000 ans plus tard. Voyons comment les gens se sont protégés de la chaleur tout au long de l'histoire. Mets un glaçon dans ton soda et prépare-toi à découvrir comment les gens survivaient à la chaleur. En parlant de glaçons, sais-tu que les Perses avaient mis au point un système de stockage de la glace? Dans les déserts de la Perse ancienne, les gens ont eu une idée hors du commun pour éviter que leur nourriture ne se transforme en gâchis à moitié fondu. Ces Perses ingénieux sont tombés sur une astuce de physique qui leur a permis de créer de la glace au milieu du désert. Ils ont appelé ces structures yakshals, ce qui signifie en fait puits de glace. Ces puits de glace n'étaient pas des glaciers ordinaires. All s'étaient comme des réfrigérateurs souterrains secrets. De l'extérieur, les yakshals ressemblaient à des structures faites de briques et de boue en forme de dôme. Mais à l'intérieur, c'était un tout autre monde. Ces fosses à glace étaient dotées d'un système de refroidissement par évaporation qui fonctionnait comme par magie. La nuit, lorsque le désert se refroidissait, les Perses exploitaient l'effet de refroidissement radiatif. Ils ont aménagé des tranchées intelligemment conçues pour contenir de fines couches d'eau. L'eau gelait, défiant la chaleur du désert. Il y avait aussi des aires de stockage souterraines. Les Perses récupéraient de l'eau glacée qui fondait dans ces tranchées fraîches et, pendant la nuit, ils la congelaient à nouveau, tirant ainsi le meilleur parti possible du refroidissement naturel du désert. Pour ajouter à cet effet de refroidissement, ils ajoutaient un mur pour abriter les zones de stockage du soleil brûlant de la mi-journée. Et ce n'est pas tout. Ils disposaient d'une fantastique structure appelée le Badgair, qui captait la brise et la dirigeait directement vers les fosses de glace. De l'air frais et une brise glacée, la combinaison gagnante. Ils disposaient même de canaux complexes, appelés des kanates, pour acheminer l'eau des montagnes voisines jusqu'aux puits de glace et aux maisons. Au fil du temps, ces yakshals sont tombés en désuétude, et la technologie moderne a pris le dessus. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. En Iran, des gens formidables restaurent ces anciennes glacières. Alors, si tu te retrouves un jour dans ce désert, n'oublie pas de visiter ces sites incroyables et d'assister en direct au génie des anciens Perses. Maintenant, on aimerait se concentrer davantage sur ces attrape-vents parce qu'ils ne servent pas seulement à fabriquer des glaçons, mais aussi à se refroidir. À l'époque, ces merveilles architecturales ingénieuses faisaient fureur dans des contrées comme la Perse, l'Égypte et le Moyen-Orient. Imagine des structures en forme de tour avec des ouvertures à différents niveaux, stratégiquement placées, pour exploiter la puissance de la brise naturelle. Ces ouvertures étaient nues comme des portails magiques pour le vent. Elles captaient ces rafales rafraîchissantes et les guidaient directement dans les espaces de vie des habitations. En fait, il s'agissait de climatiseurs naturels. La brise s'écoulait gracieusement vers le bas, rafraîchissant le sol tout en virevoltant à travers le bâtiment. Le secret réside ici dans les détails. La hauteur de la tour, le nombre de côtés, les ouvertures et le positionnement des pales intérieures. Toujours unrolled dans l'efficacité des tours éoliennes. Grâce à ces capteurs de vent, les sociétés anciennes pouvaient profiter de températures intérieures agréables sans trop transpirer. Peux-tu imaginer vivre à cette époque? Sentir la douce brise souffler dans ton palais, te procurant une sensation de fraîcheur et de bien-être? On attribue souvent aux Perses l'invention de ces impressionnants attrape-vents. Mais n'oublions pas l'Égypte.
On y trouve des traces de structures similaires, datant de 1300 ans avant notre ère. Oui, l'invention des attrape-vents a peut-être eu lieu dans l'Égypte ancienne, mais c'est à Yazd, en Iran, que l'on trouve le plus grand nombre d'entre eux. Les vents n'auraient pas pu y vivre sans ces anciennes climatisures, car il ne pleuvait pratiquement pas dans cette région tout au long de l'année. Observons maintenant ces extérieurs perforés à double paroi. Imagine que tu habilles un bâtiment d'un écran perforé sophistiqué. C'est comme si tu donnais un coup de jeune à l'extérieur tout en gardant la fraîcheur à l'intérieur. Cette technique de génie permet tout d'abord de disperser la lumière du jour sans que les rayons du soleil ne nous aveuglent. L'écran fait également de l'ombre, offrant à l'intérieur du bâtiment un répit bien mérité contre le soleil ardent. Il s'agit en quelque sorte d'un chapeau de plage naturel pour ta maison. En plaçant cet écran à environ 1 mètre des murs extérieurs, on crée un couloir de rêve où l'air frais circule librement. Et bon, ils ajoutent aussi une touche d'élégance au bâtiment. Ces structures sont parfois appelées jali. À Jaipur, en Inde par exemple, la température moyenne pendant la journée est d'environ 38 degrés. Ces structures sont donc cruciales. Les jalis se présentent sous différentes formes, en pierre, en stuc ou en bois. C'est un symbole culturel profondément ancré dans l'architecture indienne. On retrouve sa présence intrigante dans des bâtiments historiques emblématiques tels que le majestueux Taj Mahal et le grandiose Fort Rouge de Delhi. Mais ce n'est pas là qu'une chose du passé. Les jalis sont toujours présents dans l'architecture moderne et leur charme a suscité la créativité d'artistes et de concepteurs du monde entier. Il orne l'extérieur du bâtiment, sa section transversale présentant une ouverture plus grande à l'extérieur et plus étroite à l'intérieur. C'est là que l'effet Venturi entre en jeu pour étaler sa physique. Lorsque l'air s'écoule dans ce passage rétréci, il prend de la vitesse, ce qui crée une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. L'air soufflant, à une vitesse plus élevée est comprimé, et, lorsqu'il est relâché, se refroidit. Le moucharabier est un treillis ou un écran en bois utilisé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ces merveilles décoratives ressemblent à des stores de fenêtres. Mais ils ne se contentent pas d'être jolis, ils sont aussi ingénieux. Ils protègent de ton intimité tout en te protégeant du soleil et laissent entrer l'air frais et la lumière. Certaines personnes adjoignent également des pots en terre cuite remplis d'eau, de sable ou de paille humide à leur création. Lorsque l'air chaud passe par les trous, il traverse également la surface poreuse du pot. L'humidité contenue dans le pot s'évapore et rafraîchit l'air. Il s'agit d'une technique peu coûteuse idéale pour les climats chauds et secs. Elle est respectueuse de l'environnement et ne nécessite pas d'électricité. Très bien, avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui. Les concepteurs font preuve de créativité et associent la sagesse traditionnelle à la technologie moderne. Les tours Al-Bahar d'Abu Dhabi ne sont pas en reste. Imagine plus de 2000 panneaux hexagonaux qui dansent au gré des mouvements du soleil pour ombrager l'intérieur du bâtiment. L'évaporation de l'eau était une autre arme secrète des anciens, simple mais très efficace. De plus, les Égyptiens de l'Antiquité suspendèrent des tapis et des rideaux mouillés dans l'embrasure des portes. Lorsque l'air passait à travers eux, ils se refroidissaient, ce qui permettait de se protéger du soleil brûlant. Les architectes de l'Antiquité étaient bientôt passés maîtres dans l'art de maximiser la circulation de l'air. Ils savaient comment assurer une ventilation transversale et laisser l'air chaud s'échapper tout en invitant de l'air plus frais à l'intérieur. Si l'on se reporte sur la Rome antique, les bains publics étaient l'endroit en vogue à l'époque. Les gens s'y réunissaient pour discuter de politique, faire du sport et bien sûr se baigner pour se détendre. Le frigidarium était l'endroit le plus frais des thermes romains. Après un bain de vapeur dans le caldarium, les Romains se précipitaient dans cette piscine géante pour se détendre. Dans certains endroits, comme la Cappadoce en Turquie, les gens se sont déplacés sous terre pour s'abriter de la chaleur. Ils y ont creusé des maisons douillettes, à même la roche volcanique, exploitant les pouvoirs de refroidissement naturel de la Terre. La leçon à tirer est donc simple. Les architectes et les concepteurs peuvent créer des merveilles en combinant les traditions locales et des technologies de pointe. La vallée de la mort, en Californie, s'enorgueillit d'avoir la température la plus élevée, officiellement enregistrée à ce jour, avec 57 degrés en 1913.
Quant au record de chaleur en Afrique, il s'élève à 55 degrés, relevé en 1931 à Kébili, en Tunisie. En Europe, la température la plus élevée jamais enregistrée a atteint près de 49 degrés en Sicile en août 2021. En novembre 1922, un garçon marchant dans les montagnes désertiques d'Égypte a découvert des marches antiques taillées dans la roche. Par la suite, cette découverte est devenue l'une des plus grandes et des plus importantes découvertes archéologiques au monde. Cette marche faisait partie du tombeau intact de Toutankhamon. Les archéologues ont trouvé environ 5000 objets anciens, dont des bijoux, des tissus, des vases peints et des masques funéraires. Tu as probablement vu l'un d'entre eux. Il est devenu l'un des attributs les plus reconnaissables de l'Égypte ancienne. Plus de 100 ans se sont écoulés depuis. Aujourd'hui, l'humanité s'est enfin rapprochée d'une autre découverte de grande envergure, la tombe de Cléopâtre. Cette reine a été la dernière souveraine active du royaume ptolémaïque d'Égypte, qui a siégé sur le trône de 51 à 30 avant notre ère. Il existe de nombreux documents anciens sur Cléopâtre, son règne et sa personnalité hors du commun. Mais jusqu'à présent, personne n'avait découvert les secrets de son décès et de son lieu de sépulture. Kathleen Martinez, archéologue, étudie depuis des décennies les documents anciens et les temples autour d'Alexandrie et a conclu que la tombe de la reine devait se trouver sous la cité antique de Taposiris Magna, Tapusiris Magna, fondée en 280 avant notre ère. Il s'agissait d'une grande ville située sur la côte nord de l'Égypte, où des dizaines de milliers de personnes travaillaient dans le commerce et l'industrie. Et il semble que les suppositions du docteur Martinez se soient révélées exactes. Avec un groupe d'archéologues, elle a découvert un tunnel souterrain secret près d'Alexandrie, d'une longueur d'environ 1300 mètres. Il a été creusé dans la roche sous le temple de Taposiris Magna. Au cours des fouilles, ils ont trouvé de nombreux éléments qui indiquent que la tombe de Cléopâtre se trouve dans les profondeurs du tunnel. Il est également possible qu'elle y soit enterrée avec le commandant romain Marc-Antoine. Selon des documents anciens, Cléopâtre et Marc-Antoine s'aimaient et s'opposaient ensemble au Sénat romain, qui déclarait Antoine traître. Le fait que des catastrophes naturelles se soient produites sur le territoire de Taposiris Magna pendant des milliers d'années peut compliquer les fouilles. Des tremblements de terre et des inondations ont détruit la ville, et peut-être inondé ces tunnels souterrains. Mais les archéologues espèrent peu que l'ancienne tombe est restée intacte, et qu'elle cache de nombreux trésors et documents sur la vie royale de l'Égypte ancienne, sous le règne de la dernière dynastie. Il est possible que les fouilles se déroulent sous l'eau et dans la boue. Cela demandera beaucoup de temps et de moyens financiers, mais les archéologues sont sûrs que cela en vaut la peine. Quoi qu'il en soit, il est trop tôt pour affirmer que Cléopâtre est réellement enterrée à cet endroit, mais les scientifiques ont trouvé de nombreux objets dans le tunnel qui le confirment, notamment des pots en argile, des dizaines de pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre et d'Alexandre le Grand, ainsi qu'un buste à l'effigie de la reine égyptienne. Cléopâtre reste l'une des personnalités les plus populaires d'Égypte, au même titre que Ramsès III et Toutankhamon. Elle a inspiré de nombreux films, peintures et livres. Mais qu'est-ce qui l'a rendue si populaire? Elle est devenue célèbre pour son inconstance. C'était une souveraine belle et intelligente qui a sorti l'Égypte de la crise et en a fait une puissance prospère. Les textes arabes médiévaux indiquent qu'elle connaissait la chimie, les mathématiques et la philosophie, et qu'elle a peut-être écrit plusieurs ouvrages scientifiques. Elle connaissait plusieurs langues et avait d'excellentes compétences diplomatiques. Par ailleurs, de nombreuses légendes affirment qu'elle était une femme fatale, qui rendait beaucoup d'hommes fous. Cependant, rien ne prouve que sa beauté était incomparable. Hollywood a créé l'image d'un modèle éblouissant en tournant plusieurs films dans lesquels des actrices célèbres interprétaient le rôle de Cléopâtre. L'empereur romain Octave, fils adoptif de Jules César, a quant à lui créé l'image d'une séductrice insidieuse parce qu'il était son ennemi. Bien qu'elle soit née en Égypte, Cléopâtre n'était pas égyptienne. Ses ancêtres étaient des Grecs, dont l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Cependant, le peuple égyptien l'aimait. Elle a appris la langue et a été très sensible aux traditions de ce pays. Elle connaissait bien l'histoire, la mentalité et les coutumes de l'Égypte ancienne. Elle a relevé le niveau de l'économie égyptienne et renforcé le statut de l'Égypte en tant que puissance mondiale. Tout cela a été rendu possible en grande partie grâce à sa ruse et à sa force de persuasion. Elle aimait les représentations théâtrales et les fêtes somptueuses. Elle savait comment surprendre les gens et se donner en spectacle. Mais derrière l'image extérieure d'une amatrice de luxe se cachait
une souveraine intelligente et calculatrice. L'Égypte ancienne était un pays riche et luxueux, et Cléopâtre a tout fait pour accroître sa richesse et renforcer sa position sur la scène internationale. Par exemple, une fois, elle était en conflit avec son frère Ptolémée XIII. Sachant qu'elle ne pourra pas lui résister, la reine a décidé d'attirer Jules César à ses côtés. L'empereur romain est arrivé à Alexandrie, où Cléopâtre voulait le rencontrer. Mais Ptolémée a eu vent de ses projets et a voulu l'empêcher de se rendre auprès de César. Au lieu d'une arrivée riche et bruyante, Cléopâtre décide de passer inaperçue. Elle s'enveloppe dans un tapis ou un sac de lin que les serviteurs de l'empereur transportent dans les appartements privés de César. Cléopâtre sort du tapis et impressionne l'empereur romain par sa beauté et sa détermination. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et deviennent de proches alliés. Quelque temps plus tard, elle impressionne un autre Romain influent à des fins diplomatiques. Elle se rend à la rencontre de Marc-Antoine sur une barge dorée aux voiles pourpres et aux rames d'argent. Cléopâtre est habillée à l'image d'Aphrodite et est assise sous un magnifique dais. Zeus, serviteur, déguisé en Cupidon, souffle dans son éventail et brûle de l'encens. Mais Cléopâtre a créé un tel spectacle pour une raison bien précise. Elle savait qu'Antoine vénérait la mythologie grecque et se considérait comme l'incarnation de Dionysos. Cette femme l'impressionne tellement qu'il finit par l'épouser. Cléopâtre défend sa couronne, renforce son alliance avec Rome et donne 3 enfants à Antoine. En Égypte, ils organisent de grandes fêtes et jouissent de la richesse et du pouvoir. Cependant, la relation d'un haut fonctionnaire avec la reine égyptienne provoque un scandale à Rome. Comme Octave est le principal adversaire d'Antoine dans la lutte pour le pouvoir, il exploite la situation pour ternir la réputation de son concurrent. Il utilise la propagande pour faire de Cléopâtre une séductrice insidieuse aux yeux des citoyens romains. Il accuse Antoine d'avoir succombé à ses charmes. Le Sénat romain soutient Octave et déclare Cléopâtre ennemie. En 33 avant notre ère, ce conflit atteint son apogée lorsque la marine d'Antoine affronte la flotte d'Octave. Ce dernier l'emporte et oblige son ennemi à fuir en Égypte avec Cléopâtre. Selon certaines sources, il se serait réfugié près d'Alexandrie. Poursuivi par les Romains, il se cache dans l'un des palais de Cléopâtre et trouva la mort. Certaines légendes racontent que Cléopâtre était experte en poison. Elle aurait provoqué la morsure d'un serpent venimeux, une vipère ou un cobra égyptien. Selon une autre légende, elle se serait piquée avec une aiguille empoisonnée. Une théorie veut que Cléopâtre ait toujours transporté une ampoule de poison dans sa brosse à cheveux. Lorsqu'elle était coincée, elle imbibait l'aiguille de ce poison et se piquait. Rien de tout cela n'est certain. Les scientifiques tentent toujours de découvrir la vérité. Peut-être que lorsqu'ils atteindront la tombe de Cléopâtre, le monde obtiendra plus de réponses sur son destin tragique. Elle est considérée comme la dernière souveraine d'Égypte. Après sa mort, Octave pille ses palais et ses temples et retourne à Rome, où il devient le principal empereur. Il gouverne le pays avec succès et en élargit les frontières. Son règne s'est achevé à l'âge de 75 ans. L'histoire du monde aurait été différente si Cléopâtre et Marc-Antoine n'avaient pas perdu cette bataille navale. À propos, saviez-vous qu'il s'est écoulé plus de temps entre le règne de Cléopâtre et le volume de Neil Armstrong sur la Lune qu'entre le règne de la reine égyptienne et la construction de la grande pyramide de Gizeh? Armstrong a posé le pied sur le satellite de la Terre en 1969, soit 2038 ans après la naissance de Cléopâtre. Et la construction de la pyramide a eu lieu en 2560 avant notre ère. Imagine la longueur de l'histoire de l'Égypte ancienne. Cléopâtre est plus proche de nous dans le temps que les pyramides. T'es-tu déjà demandé à quoi ressembleront les bâtiments du futur? Accroche-toi bien, car l'intelligence artificielle entend bien révolutionner le monde de l'architecture. L'IA est un allié de poids. Elle peut donner aux architectes d'incroyables outils novateurs afin de créer des structures à couper le souffle, qui ne sont pas seulement surprenantes, mais aussi efficaces que respectueuses de l'environnement. Voyons donc à quoi pourrait ressembler notre avenir proche. Tout d'abord, tu sais que les grandes villes peuvent être congestionnées, voire carrément oppressantes, n'était-ce pas? Eh bien, devine quoi? L'IA est là pour rattraper la situation et accroître l'efficience de nos métropoles. Imagine que tu pilotes ta voiture volante. Et oui, ça aussi c'est possible. Grâce à l'IA, la circulation est fluide. Fini les embouteillages interminables. La ville sait où se trouvent les lieux les plus propices aux infractions et prend les mesures qu'elle estime nécessaires pour assurer notre sécurité. C'est comme avoir un justicier à chaque coin de rue. Oublie les ordures qui s'accumulent.
L'IA veille à ce que les déchets soient gérés efficacement, ce qui permet à notre ville de rester propre. L'intelligence artificielle peut agir comme un urbaniste tentaculaire, capable d'optimiser tout, ce qui concerne la circulation, la sécurité et l'élimination des déchets. Elle peut analyser des monceaux de données provenant de toutes sortes d'endroits, comme les capteurs qui nous entourent et les réseaux sociaux. Grâce à toutes ces informations, elle peut aider la municipalité à prendre les meilleures décisions afin d'accroître notre confort. Tu te promènes dans la rue et tes yeux sont instantanément captivés par un bâtiment extraordinaire. Ce courbe et ses caractéristiques futuristes le distinguent de tous les autres. Il ne se contente pas d'attirer ton attention d'ailleurs. Il semble également être en harmonie avec la nature. Tu penses sans doute qu'il a été conçu par un architecte de génie, mais tu es loin de te douter qu'il s'agit en fait d'une collaboration entre l'homme et l'intelligence artificielle. Imagine que tu es un ami concepteur hyper connecté, capable de te proposer des milliers d'idées de construction incroyables en un temps record. C'est ce que font les logiciels de conception assistés par l'IA pour les architectes. Ils peuvent générer et évaluer une multitude d'options de conception, en prenant en compte des éléments tels que les meilleurs matériaux à utiliser et l'emplacement idéal du bâtiment. En outre, en analysant les données et en opérant tous les calculs, les algorithmes peuvent aider à optimiser la conception du bâtiment. Ils peuvent le rendre capable de minimiser sa consommation d'énergie, de conserver l'eau et de gérer les déchets comme un pro. Chaque bâtiment s'efforce ainsi de réduire ses coûts, d'économiser l'électricité et de promouvoir un monde plus sain. Le résultat ? Des chefs-d'œuvre d'architecture qui sont à la fois d'une beauté époustouflante et extrêmement pratiques. Le paysage urbain du futur sera constellé de ces structures impressionnantes. Oh, mais ce n'était pas assez impressionnant pour toi. Que dirais-tu d'un étonnant bâtiment futuriste qui semble défier les lois de la gravité ? Il n'est pas fait de briques ou de mortier traditionnels. Oh que non. Cette merveille a été créée grâce au pouvoir de l'impression 3D. Avec l'aide de l'IA, les architectes ont conçu chaque détail et fourni toutes les données importantes, comme les matériaux à utiliser et l'impact des conditions du site sur la structure. Les algorithmes de l'IA ont opéré leur magie afin d'en optimiser la conception, la rendant à la fois d'une beauté à couper le souffle et d'une solidité à toute épreuve. L'impression 3D revient à disposer d'une machine magique, capable de créer des structures ahurissantes tout droit sorties d'un film de science-fiction. Et l'IA intervient pour s'assurer que ces structures ne soient pas seulement belles, mais aussi robustes. Dans la ville du futur, l'impression 3D deviendra l'outil ultime des architectes. Elle leur permettra de créer des structures autrefois impossibles à réaliser. Les possibilités sont infinies, qu'il s'agisse de formes hallucinantes ou de détails complexes. Mais l'IA ne se contente pas d'embellir les bâtiments, elle les rend également confortables et efficaces. Imaginons que tu entres dans un immeuble de bureaux futuriste, et tada! Les lumières s'adaptent automatiquement à ton humeur et la température est réglée à ta convenance. Ces bâtiments futuristes sont capables de détecter et de réagir à leur environnement, exactement comme tu le fais. Ils contrôlent l'éclairage pour qu'il soit adapté à l'heure de la journée. Ils gèrent la température pour qu'elle soit toujours agréable. Ils gardent même un œil sur la sécurité et règlent les petits tracas avant qu'ils ne se transforment en gros maux de tête. Ainsi, le bâtiment intelligent sait quand les gens vont et viennent, et il optimise la consommation d'énergie en conséquence, ce qui permet d'économiser de l'argent pour le bien de la planète. Ce qui est génial, c'est que ce ne sont pas là les seules possibilités. Que dirais-tu de transformer les gratte-ciel en une forêt verticale ? Récemment, un architecte indien s'est enthousiasmé des possibilités offertes par l'intelligence artificielle. Il a donc décidé de faire équipe avec une intelligence génératrice d'images appelée Midjourney, afin de produire une vision de l'avenir. Au lieu d'un monde ennuyeux et robotique, il a plutôt cherché à créer quelque chose de spectaculaire. Avec des textes tels que « technologie utopique » et « tour futuriste », l'architecte et l'IA se sont mis au travail. Et devine ce qui s'est passé ? Midjourney ne l'a pas déçu. Le programme a imaginé un monde où les bâtiments étaient recouverts de forêts verticales, luxuriantes et ornées de formes inspirées de la nature. L'objectif était de visualiser un avenir durable en harmonie avec l'environnement. L'architecte, Manas Bhatia, est donc très optimiste quant au potentiel de l'IA. Il ne la considère pas comme une menace pour son travail, mais comme un puissant outil de changement. Il imagine un avenir où les architectes et l'IA collaboreront pour créer des designs à couper le souffle. Dans son projet, Bhatia a même demandé à l'IA d'imaginer des structures symbiotiques et creuses, ce à quoi elle a répondu par des images d'appartements nichés dans des arbres évidés. Imagine un monde où le bâtiment lui-même devient une partie vivante et respirante de la nature. Bhatia pense que celle-ci devrait jouer un rôle important dans l'architecture.
Il aime concevoir des structures qui intègrent la beauté et la fonctionnalité de l'environnement. Qu'il s'agisse de bâtiments construits autour d'arbres ou de façades qui régulent la température, il se plaît à marier l'architecture et le monde naturel. Avec des architectes comme Manas Bhatia et les capacités de l'intelligence artificielle, un avenir incroyable semble attendre nos métropoles. Prépare-toi donc à entrer dans un monde où la nature et la technologie coexistent en parfaite harmonie. C'est un rêve que beaucoup ont hâte de voir se réaliser. Et si tu n'aimes pas les arbres, pourquoi ne pas imaginer des gratte-ciel qui ne seraient pas faits de briques, mais qui seraient refaits de matériaux gonflables? Zumo, un cabinet d'architectes barcelonais, a exploité la magie de l'IA pour donner vie à ces constructions précaires. Ces superstructures gonflables s'élèvent au-dessus des villes du futur, comme des ballons illuminés dans le ciel. Le plus beau, c'est que ces bâtiments gonflables œuvrent également pour le développement durable. Il serait possible de les gonfler jusqu'à des hauteurs vertigineuses, ou de les aplatir pour faciliter leur transport et les reconstruire là où le besoin s'en fait sentir. De plus, ils seraient alimentés par des énergies renouvelables, de façon à réduire leur impact sur l'environnement. Plutôt cool, non? Ouf! L'avenir semble se rapprocher à vitesse grand V. L'intelligence artificielle pourrait bien devenir la sauce secrète qui rendra le travail des architectes encore plus impressionnant. Mais de grands pouvoirs impliquent trop de grandes responsabilités. Il nous faudra utiliser l'IA avec sagesse et éthique. Pour l'instant, nous n'avons pas à craindre que les machines remplacent entièrement les architectes. L'intelligence artificielle a encore besoin de la main de l'homme, sans quoi nous risquons de nous retrouver avec des bâtiments qui ressemblent à des bananes ou à des cornets de glace écrasés, à moins que ce ne soit ton truc, hein. En outre, les humains ont un avantage important. Ils sont des humains. Nous devons garder à l'esprit que l'intelligence artificielle n'a pas d'intelligence émotionnelle. C'est un génie cérébral